C'est bon? Donc bonjour à tous, Bastien Bob, je suis le CTO de Lookout. Donc on est une boîte spécialisée dans le threat intelligence et la protection des mobiles. Et on va parler, alors Pierre de Eramet a parlé du SOC et de la détection dans le SOC. Nous on va plutôt parler en amont, comment font les éditeurs de sécurité, comment font les chercheurs pour identifier des menaces et surtout comment identifier les attaquants et rattacher ces attaques-là à un groupe ou voire même à un État pour certains. Et on va d'ailleurs beaucoup en parler. C'est bon? Ouais. Oui. Ah, pardon. Et donc on va regarder comment, voilà, comment attribuer ces attaques-là et comment on fait, notamment comment font les chercheurs pour cibler des attaques. Donc on va regarder différents concepts. Le premier, c'est la définition évidemment des groupes d'attaquants. Alors on va parler surtout des groupes étatiques, donc des groupes APT. On va rentrer dans cette, voilà, on va les décrire. On va parler du mitre et du mitre attaque. Pierre a parlé du mitre défense, donc on va parler du mitre attaque parce que là, c'est vraiment l'idée, c'est de définir les techniques qu'ils vont utiliser. Et puis on va faire le parallèle entre l'analyse du malware, vraiment le code malveillant à proprement parler, l'analyse des attaques, qui sont vraiment l'utilisation du malware dans un contexte, et comment on attribue et pourquoi est-ce qu'on attribue. Donc les groupes APT, j'espère que tout le monde a déjà entendu parler de APT, hein, c'est pas juste une chanson de Bruno Mars en ce moment, c'est plutôt la partie Advanced Persistent Threat. Donc c'est en gros, c'est ce qui définit les groupes de hackers qui travaillent pour ou avec ou en représentation d'États. Donc ce sont des groupes qui sont très efficaces, très organisés, voire qui fonctionnent en sous-groupe, voire en groupe de groupe. Alors Pierre a mentionné Logbit tout à l'heure, qui est un des groupes APT, on va dire les plus connus et les plus efficaces du moment. Même s'ils ont été démantelés, ils fonctionnent toujours en sous-groupe. L'intérêt d'un groupe APT, c'est qu'ils sont très avancés techniquement, ils sont souvent là pendant très longtemps, donc ils exfiltrent énormément de données avant que vous les détectiez, avant que les SOC ou l'ensemble des acteurs de la cybersécurité les détectent. Ils vont être là pendant très longtemps et surtout, ils vont causer beaucoup de dégâts, ils vont voler des données, ils vont attaquer des services et ils vont évidemment souvent, très souvent d'ailleurs, détonner des ransomware parce que tant qu'ils sont là, autant faire un petit peu d'argent avec la rançon et les données. Donc en termes de naming convention sur les groupes, il y a différents noms qui sont souvent d'ailleurs utilisés. Si on va prendre beaucoup l'exemple d'APT29, qui est un groupe russe qui va s'appeler Cozy Bear chez CrowdStrike, qui va s'appeler Nobelium ou Midnight Blizzard chez Microsoft. Chaque éditeur de cybersécurité a sa propre naming convention, tout simplement non pas pour dire voilà ça c'est tel groupe et on l'a rattaché à un groupe ou à un État, mais c'est tout simplement c'est voilà le groupe et le comportement de ce groupe-là, ça correspond à tel autre groupe qu'on a vu dans telle autre attaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une attribution vis-à-vis d'un État ou d'un groupe public, c'est plutôt voilà pour rattacher des groupes et des TTP, des méthodes utilisées, des techniques utilisées, notamment pour assigner les mêmes groupes et quand on a une cyberattaque, savoir que c'est tel autre groupe qui a fait telle autre cyberattaque. Donc chaque éditeur a en gros son naming convention. On va dire le plus courant, c'est APT avec un numéro, qui est le naming convention de Mandiant, qui a nommé APT1, qui était un groupe chinois il y a plus de 10 ans, 12 ans maintenant. Et quand c'est inconnu, c'est-à-dire quand c'est vraiment un nouveau groupe, on va souvent les appeler UNC avec un numéro. C'est-à-dire que c'est un groupe qui n'est pas connu, un nouveau groupe, un nouveau type d'attaquant qui utilise des nouvelles menaces, des nouvelles techniques. Et souvent, on va les appeler UNC quelque chose en attente, en gros, qu'ils aient une deuxième cyberattaque, qu'on puisse avoir un peu plus d'informations sur eux. Donc quelques exemples, hein. Alors Cozy Bear dont on va parler dans l'attaque de Microsoft en 2024 et 2021 et qui a fait malheureusement qui a un palmarès assez important. Bon, globalement, on a quand même trois niveaux d'État hein, qui sponsorisent aujourd'hui des groupes officiels. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, hein, notamment la Russie et le Security Bureau chinois, et évidemment des groupes comme Kimsuky, Cospy, Lazarus, qui sont des groupes nord-coréens. Et il y a quelques acteurs occidentaux, alors qui ne travaillent pas officiellement pour les États, hein, évidemment, officiellement, les États européens et les États occidentaux n'ont pas de groupe de hackers, ils utilisent leurs propres agences à trois lettres, hein, c'est bien plus efficace et bien plus persistant, mais il y a des groupes comme Scatter Spider qui sont des groupes plutôt financièrement motivés, et puis voilà, des groupes iraniens, des groupes pakistanais, des groupes indiens qui vont travailler essentiellement dans un cadre politique ou géopolitique. Donc voilà, pour la présentation des groupes, donc des groupes, encore une fois, des groupes, ce qu'on appelle APT, des groupes Advanced Persistent Threat, qui sont quand même c'est pas, voilà, c'est pas des scripts qui disent, c'est pas des gens qui ont récupéré un malware et qui vont attaquer une infrastructure, c'est vraiment des groupes qui sont très organisés, c'est des professionnels de l'attaque, et c'est vraiment leur métier, ils font des millions et des millions de dollars de dégâts et évidemment de gains pour eux.
Ensuite, il y a le MITRE. Donc le MITRE, on a parlé du MITRE défense tout à l'heure avec Pierre, c'est un ensemble de tactiques, de techniques et de procédures qui vont être utilisées à la fois par les attaquants et à la fois évidemment pour se défendre vis-à-vis des attaquants. Donc c'est assez complet en termes de matrice. Donc globalement, ça va lister l'ensemble des capacités techniques des attaquants. Évidemment, en face, l'ensemble des capacités techniques qu'il faut pour se défendre. Ça va commencer par des choses que vous ne verrez peut-être pas dans votre infrastructure, notamment la reconnaissance. C'est tout ce qui est Public Information Available, l'attaque initiale, l'exécution de code, le déplacement, l'exfiltration de données, le mouvement latéral, la compromission des Active Directory et des comptes, la collection, la communication avec les serveurs de command and control, et on voit qu'il y a différentes techniques voilà, pour qu'un malware exfiltre de l'information et communique avec les infrastructures de command and control, et évidemment l'impact pour l'entreprise, l'impact des attaquants, l'impact de l'attaque. Donc il y a différentes matrices, c'est la plus connue là, pour Enterprise, il y a la même chose pour les mobiles, il y a la même chose pour les systèmes industriels, et évidemment, il y a, comme disait Pierre tout à l'heure, il y a la partie défense qui est aussi importante évidemment pour les Blue Teams. Donc ensuite, on va parler de l'analyse du malware à proprement parler, même si, encore une fois, le malware et l'analyse d'un malware est différent de l'analyse d'une attaque. On peut avoir un malware, comme disait Pierre tout à l'heure, un ransomware ou n'importe quoi qui va être fourni par un groupe tiers, hein, l'opérateur du malware, et une attaque qui va tout simplement utiliser une partie de ce malware-là et qui n'a pas forcément grand-chose. Ils ont des liens commerciaux, des liens techniques, mais ce n'est pas forcément le même groupe derrière. Donc quand on va attribuer un malware et quand on va attribuer une attaque, on va regarder évidemment le malware qui est dedans. Et donc le malware, c'est globalement c'est là où votre antivirus et votre éditeur antivirus va fonctionner. Soit il va l'analyser sur le PC, soit sinon leurs équipes de threat intelligence vont analyser les malwares dans leur laboratoire, vont analyser vraiment le comportement du malware, sa communication, son comportement sur le PC, ses tentatives d'évasion, le comportement, vraiment l'analyse behavior sur le système, la communication et les méthodes de communication, les clés qui vont être utilisées. Ça, c'est vraiment l'analyse du malware, son comportement sur la victime, enfin sur le PC de la victime ou sur le serveur de la victime, évidemment, quelles sont les informations qu'il va cibler et comment il va s'exécuter sur le PC. C'est globalement, c'est ce qu'un antivirus, un EDR est censé être capable de détecter sur un PC s'il a les bons mécanismes évidemment de détection de ce type de comportement. Alors, il y a plein d'outils open source, je vous ai mis quelques exemples, de toute façon les slides seront disponibles. Il y a plein d'outils open source pour analyser des malwares, donc si vous voulez faire vraiment du malware analysis dans vos laboratoires, il y a tout un tas d'outils qui sont alors soit gratuits, soit open source. Donc c'est juste une collection d'outils intéressants, notamment pour faire de l'analyse de machine learning, du comportement, du file-based analysis. Évidemment, tout ça va reposer pour la plupart sur les Yara Rules pour détecter ces malwares-là. Mais pour analyser le comportement d'un malware, voilà, c'est le genre d'outil qu'on va utiliser. Donc une fois qu'on a les groupes, les malwares et évidemment le contexte géopolitique, on va pouvoir attribuer une attaque, mais pour attribuer une attaque, il faut d'abord l'analyser. Donc il faut collecter tout un tas d'événements. Donc j'ai pris l'exemple d'un groupe russe qui s'appelle APT29 qui a ciblé, ils ont ciblé plein d'entreprises, mais en l'occurrence SolarWinds et Microsoft en 2021 et en 2024, pour utiliser à peu près avec le même type de technique. Comment est-ce qu'une attaque se déroule aujourd'hui? C'est pas juste un malware, le malware c'est la fin. Le malware c'est ça, c'est ce qui est en bas. Mais avant le malware, il y a eu toute une phase de reconnaissance, d'où le MITRE ATT&CK avec la reconnaissance, qui a permis à l'attaquant d'identifier des victimes, qui a permis à l'attaquant d'identifier le mécanisme d'intrusion, et qui a permis à l'attaquant de faire le composant unique qui va me permettre de cibler cette attaque. Là, en l'occurrence, c'est l'attaque des administrations américaines qui utilisent les services de Microsoft. Donc, on leur envoie un email de phishing avec, alors on voit peut-être pas bien là sur le slide, mais en se faisant passer pour l'USAID, qui est une administration américaine, en utilisant des domaines de l'USAID, usaid.gov. Donc, ils ont réussi à envoyer des emails qui se faisaient exactement passer pour l'infrastructure. Un petit souci évidemment de démarque et d'envoi d'email, hein, malheureusement, mais bon, c'est comme ça arrive, hein, des domaines qui sont mal configurés, on en voit très très souvent, y compris des domaines du gouvernement américain. Donc l'utilisateur évidemment a cliqué, ou les utilisateurs ont cliqué, ça les amène sur un site qui est un site de phishing, on va dire assez basique, avec des domaines qui ne sont pas forcément connus, ou qui là en l'occurrence n'étaient pas connus, qui va automatiquement en JavaScript, donc on le voit en plus, il y a du decoy si je suis sur un mobile ou si je suis sur un PC qui n'est pas le PC cible, je vais le rediriger vers un site qui est tout à fait légitime, comme ça l'utilisateur ne va pas se rendre compte que c'était une attaque. Par contre, si c'est bien ma cible, si j'ai bien du Windows avec du .NET et tous les éléments qui vont bien, je vais automatiquement télécharger en JavaScript, avec un code JavaScript qui est assez, pas simple à écrire, mais qui est assez basique à lire. Tout simplement, je vais télécharger une ISO dans son répertoire de téléchargement.
bon, on va dire assez classique, mais malheureusement, c'est une vulnérabilité des systèmes d'exploitation. On a du téléchargement à la volée. L'ISO en elle-même n'est pas malveillante parce que c'est un fichier ISO. Et très souvent, d'ailleurs, dans vos proxys, vous allez exfiltrer les ISO et pas les scanner parce que potentiellement, on part du principe qu'une ISO n'est pas malveillante. Ben là, en l'occurrence, c'était une ISO qui avait un contenu malveillant. C'est un container malveillant. Et donc, l'utilisateur le faisait cliquer sur un lien dans cette page de phishing et ce lien-là rattachait, donc il avait l'ISO, ça montait l'ISO automatiquement. Et en fait, dans le lien, dans la page de phishing, il y avait un lien qui lui permettait d'exécuter le répertoire tout simplement sur son PC. Donc, c'était pas un lien web, c'était un lien local qui lui permettait d'exécuter son lien web sur son PC. Donc en gros, je lui fais cliquer sur une page web, je le fais cliquer sur quelque chose, je le fais télécharger automatiquement quelque chose, je le fais cliquer sur un lien qui exécute quelque chose sur sa machine. En termes d'attaque, c'est pas très compliqué, c'est plutôt ingénieux, hein, malheureusement. Et enfin, bah forcément, j'exécute mon malware, parce que c'est ça quand même l'intérêt du hacker, c'est d'exécuter le malware. Et en fait, la partie malveillante, le code malveillant, il est uniquement à ce moment-là. Il a été containerisé, il a été amené sur le poste de travail tout simplement par l'utilisateur, en bernant l'utilisateur. J'ai mon malware qui s'exécute, et j'ai ensuite du Cobalt Strike Beacon, donc avec, voilà, en gros, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Cobalt Strike, même si Pierre en a parlé, c'est du Metasploit sous stéroïdes, c'est un framework de post-exploitation qui permet de faire des malwares à usage unique quasiment, qui vont ensuite communiquer vers des infrastructures de command and control. Donc c'est pas très compliqué comme attaque, c'est bien mené, ça inclut l'utilisateur, il n'y a pas d'attaque zéro clic, il n'y a pas d'exploitation de vulnérabilité, ça ne va utiliser que des outils vraiment basiques, mais pourtant c'est une attaque qui fonctionne très très bien et qu'on voit très souvent. Et donc après on se pose la question, qui a attaqué? Là en l'occurrence, qui a attaqué le gouvernement américain? Et c'est là où on va commencer à comprendre, à collecter les informations, à comprendre comment ils sont rentrés, à remonter par le cheminement évidemment sur quelles étaient les victimes et quels étaient les éléments et quelles étaient les données auxquelles ils avaient accès. Et donc on mappe ce type d'attaque dans le MITRE Framework. On regarde les TTP, on regarde l'ensemble des éléments, donc on voit la containerisation, on voit que c'est arrivé par du phishing, on voit que derrière il y avait la communication de command and control, donc là on a analysé le malware évidemment, une fois on l'a récupéré, on l'a collecté. On a aussi des indicateurs de compromission dans cette attaque-là. Donc encore une fois, les deux domaines de messagerie qui ont été utilisés pour envoyer. Bon là, ça ne va pas nous amener à grand-chose parce que c'était le domaine officiel du gouvernement, mais on peut tracer l'email, comment il est arrivé dans mon serveur de messagerie pour voir potentiellement d'où il était envoyé, de quel serveur. Alors, en l'occurrence, c'était un groupe russe, mais il a été envoyé depuis des serveurs, des machines qui étaient compromis sur le territoire américain. On peut voir les fichiers ISO, mais ils sont à usage unique, donc ça ne va pas forcément nous intéresser, on ne va pas les retrouver dans des indicateurs de compromission publique. On peut voir le répertoire ou le chemin de raccourci qui a été utilisé, mais pareil, c'était à usage unique. Le bacon, c'est pareil, c'était uniquement dédié pour cette attaque-là. Donc, si on a un système de définition qui va analyser les IOC, bah, globalement, quand il regarde ces haches-là, il ne voit rien, parce que ce sont des éléments qui sont uniques à cette attaque-là. En revanche, on peut aller ensuite regarder les domaines, l'ensemble des domaines et l'infrastructure de command and control, parce qu'il y a l'attaque, la pénétration, et il y a évidemment l'exfiltration des données et la communication. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour les attaquants d'utiliser des choses à usage unique, parce qu'ils ont des adresses IP, ils ont des infrastructures, ils ont des domaines, donc ils ont énormément de composants. Leur infrastructure de sécurité, c'est assez compliqué pour eux de la changer, parce que c'est une infrastructure qu'ils vont utiliser plusieurs fois et régulièrement dans plusieurs attaques. Donc ils peuvent changer les domaines, ils peuvent changer les IP, mais globalement, ça va se comporter à peu près de la même manière. Une fois qu'ils ont des techniques d'attaque, c'est pour ça que c'est important de les mapper dans le TTP, dans le MITRE Framework, parce qu'une fois qu'on a identifié des techniques utilisées par un groupe, bah, globalement, le groupe, une fois qu'il a trouvé un truc qui marche, il va le répliquer plusieurs fois, en fonction des victimes. Donc là, il y a quand même des domaines, et puis bah, il y a il y a des domaines de compromission, il y a des domaines de phishing, il y a des domaines de CTE, enfin, de configuration des communications, command and control. Donc à partir de là, bah, on a quand même beaucoup de choses. On a l'information sur le malware, évidemment, le bacon, on a l'information sur l'infrastructure de command and control, on a évidemment les techniques qui ont été utilisées, on a les domaines qui ont été utilisés. Donc à partir de là, on peut analyser l'attaque dans son intégralité et commencer à savoir à qui ça appartenait, à qui appartenait notamment l'infrastructure des command and control. Et Pierre disait que voilà, quand on a des choses qui sont connues, autant les bloquer. Ben là, en l'occurrence, c'était des domaines qui étaient connus. Ils avaient été utilisés dans une attaque SolarWinds, donc une attaque de supply chain, en 2021. Et c'est exactement le même domaine. Les types sont suffisamment flemmards, ils ont suffisamment confiance en eux pour utiliser la même infrastructure de command and control qu'a mis à genoux SolarWinds 2 ans auparavant. Et en fait, ils en ont rien à foutre, ils utilisent les mêmes domaines, les mêmes C2, c'est juste des malwares différents, mais c'est exactement la même infrastructure. Donc comme disait Pierre, s'il y a des communications vers des domaines qui sont déjà connus, déjà utilisés dans des attaques, bah, autant les bloquer. Hein. Pour le coup, là, en l'occurrence, c'est une vraie faiblesse. Alors c'est le gouvernement américain, encore une fois, mais c'est pas forcément le meilleur des défenseurs, mais c'est des domaines qui étaient connus, qui avaient été déjà utilisés dans l'attaque de SolarWinds. Donc quand on regarde le domaine, on voit que
Ouais, il y a plusieurs éléments dans l'attaque de SolarWinds. C'est des domaines connus dans les plateformes de CTI assez classiques. Et puis quand on regarde les techniques utilisées par APT29, donc on voit que globalement, on a quand même du mapping assez précis sur les techniques qu'ils vont utiliser, sur les tactiques. Et évidemment, leur principal élément de decover, d'exécution, ça représentait évidemment ce type d'attaque. C'est assez simple, mais pourtant ça marche très très bien. C'est du phishing, c'est de la containerisation, c'est évidemment du post-exploitation avec un beacon. À l'époque, ils étaient très très fans de ça. Et donc du coup, globalement, l'escalade de privilèges et de l'exfiltration de données. Et donc quand on attribue une activité en tant que chercheur et professionnel du threat intelligence, on a toujours un doute. C'est-à-dire qu'il y a toujours des éléments techniques qui vont dire, ah oui, là, c'est APT29, c'était le domaine, c'était leur technique. Il y a toujours un doute. On n'est jamais certain derrière que c'est le gouvernement russe qui attaque les États-Unis, même si le contexte géopolitique, encore une fois, fait que, notamment entre 2021 et 2024, c'est peut-être un peu moins le cas en ce moment, on ne sait pas trop. Mais l'idée, c'est de pivoter depuis l'ensemble des éléments techniques qu'on a collectés, les IOC, les artifacts, vérifier évidemment s'ils sont des éléments connus, s'ils ont été utilisés dans les attaques avant, et pour certains pays, alors les équipes de chercheurs, notamment aux États-Unis, on a le droit de scanner les infrastructures des attaquants. En France, c'est illégal, on n'a pas le droit de faire du scan, même si c'est un attaquant, on n'a pas le droit de les scanner. Alors, ça n'empêche pas qu'il y en a certains qui le font, mais voilà, normalement en France, on n'a pas le droit, ce n'est pas une infrastructure qui nous appartient. Aux États-Unis, on a le droit de scanner les infrastructures, donc on l'utilise énormément pour aller chercher de l'information justement sur l'attaquant. On a l'infrastructure de command and control, on va attaquer cette infrastructure de command and control pour récupérer des éléments, des fenêtres de login, des certificats, des noms d'hôtes ou des choses comme ça, qu'on va ensuite utiliser dans le LOSINT et on va continuer l'attaque. Et on attribuera uniquement, quand on aura suffisamment d'informations, enfin en tout cas publiquement, on attribuera publiquement l'attaque quand on aura suffisamment d'informations de bonne qualité et qu'on aura une confiance élevée. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va créer le rapport public ou des rapports privés pour certains clients. Mais c'est à ce moment-là qu'on va faire un rapport public en disant c'est tel groupe et voilà comment s'est passée l'attaque. Donc ça prend des mois, voire des années sur certaines attaques, pour être certain qu'on ne se gourre pas dans l'attribution de l'attaque. Parce que c'est sûr que si on explique que le gouvernement russe, enfin un des groupes travaillant avec le gouvernement russe a hacké le gouvernement américain, dans un rapport public, ça fait du bruit, évidemment. Donc il ne faut pas trop se gourer quand même quand on est à ce niveau de confiance. Et donc, à quoi ça sert d'attribuer une attaque? Globalement, c'est pour aussi emmerder les hackers. Parce que ces groupes de hackers, encore une fois, ils travaillent avec des infrastructures de command and control, des techniques, des outils. Et donc, plus il y a de rapports qui mettent en avant leur capacité d'attaque, plus ça va leur causer des dégâts. Et donc il y a une pyramide, qui est la pyramide of pain, qui a été décrite en 2013, qui globalement, plus on expose d'informations, plus on a d'éléments sur un groupe de hackers ou sur une cyberattaque, et plus ça va causer des problèmes au groupe de hackers. Et en gros, si on attaque, si on présente leurs outils, la manière dont ils les utilisent et l'ensemble des techniques qu'ils vont utiliser pour faire des attaques, qui sont propres évidemment à leur capacité et vraiment leurs compétences, ça leur pose vraiment de plus en plus de soucis. Exposer des hashes, encore une fois, c'est quasiment usage unique dans chaque attaque, donc on s'en fout. Les domaines, bon, ça peut commencer à leur poser des soucis, mais le plus important, c'est d'exposer leurs tools, d'exposer la manière dont ils vont infiltrer une organisation, pour que justement l'ensemble des plateformes qui travaillent sur des SOC ou l'ensemble des acteurs de la cyberdéfense mettent à jour leur capacité de détection pour détecter évidemment ce type de menace. Et puis ça aide aussi les victimes déjà, premièrement, parce que ça leur permet aussi dans leur cyberassurance et dans leur, on va dire, une entreprise qui se fait attaquer par un groupe russe, l'assurance va peut-être payer un peu plus ou les aider en tout cas un peu plus. Et puis surtout, ça va aider les agences de renseignement, les agences je sais plus comment dire en français, le Law Enforcement Agency, mais c'est voilà, en gros, Europol, Interpol, le FBI, ils vont utiliser ces informations publiques. Alors ils travaillent aussi évidemment avec des acteurs privés, des rapports privés. On travaille beaucoup notamment avec les agences à 3 lettres américaines pour leur fournir des informations qui ne sont disponibles que des années, voire des décennies plus tard sur Internet. Mais ces informations-là, ces rapports publics vont leur servir pour rajouter ça au palmarès de APT41 ou de APT29, tout simplement pour tout simplement créer leur case, créer leur élément de poursuite derrière. Et évidemment, le but, c'est de les arrêter. Parce que c'est la seule manière de les arrêter, c'est tout simplement de les mettre en prison. Et puis après, pour certains Russes, les mettre en Sibérie aussi, ça marche aussi. Mais voilà, le but, c'est de les arrêter parce que c'est le seul moyen, en fait, de contourner ce type d'attaque, c'est d'arrêter le gars qui est derrière, ou le groupe de gars qui est derrière. Donc aujourd'hui, on a 163 groupes actifs. Il y en a globalement 250 qui ont été identifiés sur les 12,
15 dernières années, hein, depuis que le MITRE existe. Mais gardez en tête, ça, ce sont les connus. C'est-à-dire qu'il y en a 163 qui sont actifs et connus, avec les TTP qui sont connus, avec des infrastructures qui sont connues. Le plus dur à détecter, c'est ceux qui ne sont pas connus. Et c'est ça le métier aujourd'hui de la cybersécurité, notamment quand on est dans le monde de la threat intelligence, bah c'est qu'en gros, c'est que nos chercheurs passent leur temps à chercher des acteurs qui ne sont pas connus, à identifier des cyberattaques. Donc tous les indicateurs de compromission que vous avez sur Internet ont été à un moment revus par des chercheurs, dont le métier, c'est justement d'exposer ça, parce que plus on expose les groupes, évidemment, plus il y a de chances que de nouvelles attaques soient détectables ou détectées et qu'on mette à jour des nouveaux groupes. Et encore une fois, le groupe le plus dangereux, c'est celui qui n'est pas détecté. C'est celui que votre antivirus ne va pas détecter, celui que vos SOC ne va pas détecter, celui que les acteurs de la gestion de la menace ne vont pas détecter, pour l'instant, jusqu'à ce qu'il y ait un rapport public et ensuite on mette à jour des indicateurs de compromission qui vont vous permettre de dire ah bah ça fait 6 mois qu'ils sont là, je ne les avais pas vus, maintenant j'ai un IOC, un seul IOC dans votre environnement, une seule communication qui va me permettre de dire voilà j'ai un malware ou j'ai un hacker qui est là, ça fait 6 mois qu'ils sont là, ça fait 6 mois qu'ils communiquent avec l'infrastructure et commande et contrôle régulièrement. Je ne les avais pas vus. Ça va permettre aussi de mettre à jour votre système de détection et votre système de défense de la menace. Et je crois qu'on a 5 minutes de questions. Il y a des questions? Vas-y. Il y a eu dernièrement un changement de politique de l'ANSSI concernant l'attribution. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu vas en parler? Ou est-ce que c'est dans l'air du temps de plus oser à faire l'attribution? Alors c'est dans l'air du temps, même quand on a des doutes. C'est pour ça que le nom est important. Autant quand on est sûr à 100% que c'est un État qui a attaqué un autre État ou une autre organisation, on peut dire voilà c'était la Russie, c'était la Chine ou je ne sais quoi. Mais encore une fois, l'attribution des techniques et l'ensemble des rapports publics, plus on met d'informations de threat intelligence à disposition du public et des autres acteurs de la menace, plus c'est intéressant. Donc l'ANSSI a accès à de la collection d'IOC, à de la collection de TTP, ils ont accès à tout ça et plus ils les exposent et plus ça va aider donc déjà ça va aider les clients et sur notamment les clients français qui vont potentiellement être ciblés par le même type de groupe, mais c'est intéressant aussi pour l'ensemble de la communauté cyber d'avoir accès à ces informations-là. Donc même si l'ANSSI ou le groupe de threat intelligence qui va exposer la menace n'est pas certain à 100%, ne serait-ce que d'exposer les informations, les techniques qui sont utilisées, les outils qui sont utilisés, ça va mettre à mal l'infrastructure, ça va mettre à mal évidemment, ça va complexifier la vie des attaquants et derrière, bah forcément, ça va aider la communauté cyber et l'ensemble des gens qui travaillent dans les SOC. Donc c'est une bonne chose. Et plus on a d'informations publiques, et plus c'est intéressant pour l'ensemble des acteurs qui suivent la cybermenace. D'autres questions? Bah merci.